Bonjour Mickaël et bienvenue aujourd'hui sur notre chaîne YouTube donc de la Bourse en stress où je continue la mini-série des interviews de traders d'options. Donc je vais vous présenter Eric, alors on se connaît depuis pas très très longtemps puisqu'on a eu contact ensemble il y a quelques mois via email, on a pu partager par email. Et puis donc la semaine dernière on a fait un premier Skype où on a pu enfin se rencontrer visuellement. Alors moi j'adore Skype puisque ça permet de rencontrer des gens à l'autre bout du monde puisque moi je suis à Phoenix en Arizona et Eric est en Allemagne, au nord de l'Allemagne. Quelle ville exactement, Eric? Wismar, ça doit Euh, pas être très connu, mais oui, nord de l'Allemagne. D'accord. Donc je souhaitais vous présenter aujourd'hui Eric pour qu'il vous partage son expérience et vous donne une vue un petit peu différente de ce que nous on fait avec les options d'habitude, même si on a globalement la même stratégie, donc on est des vendeurs de volatilité, mais Eric utilise les options d'une façon un petit peu différente et je trouvais intéressant pour notre communauté de voir un peu ce qu'on pouvait faire aussi avec les options. Eric, je vais te laisser te présenter à notre communauté. Le micro D'accord, est bah à toi. écoute, d'abord, merci à toi, Michael, pour ton invitation. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, on est deux expatriés, hein, toi aux États-Unis, moi en Allemagne, mais qui partageons la même passion pour les options. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant que lorsqu'on est à l'étranger, notamment en Allemagne, et qu'on cherche le trading d'options en France, on tombe sur ton canal et sur ta page web qui se distingue donc également de par son contenu, de par sa qualité. C'est comme ça qu'on a pris contact d'ailleurs. Merci. Euh, alors en ce qui me concerne, donc je suis français, j'ai 45 ans, je suis originaire de Strasbourg, ce qui explique un petit peu mon nom de famille entre autres. Et voilà, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai débuté en Allemagne en 2001 dans un grand groupe aéronautique, donc sans rapport aucun avec la bourse à l'origine. Et oui, ma première approche des marchés boursiers, ça s'est fait via des collègues qui, durant les pauses café, discutaient avec beaucoup de passion des marchés boursiers, du DAX allemand, etc., etc. Et à l'époque, je n'y comprenais strictement rien. Mais je me suis rendu compte que ça avait l'air d'être un sujet extrêmement intéressant, donc j'ai commencé à me former, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation particulièrement adaptée, en tout cas à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Donc en lisant beaucoup de livres, en regardant des vidéos aux États-Unis, etc. Et donc j'ai commencé à trader des actions à l'époque. C'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans le monde de la bourse. Et puis tout allait bien pendant plusieurs années, jusqu'en 2006 où j'ai subi avec mon portefeuille d'actions des pertes assez lourdes. Et bon, au début c'était un peu décourageant, et puis ensuite je me suis dit il doit y avoir un moyen quand même de profiter des marchés boursiers en même temps de se protéger de telles chutes de cours d'action. Et c'est comme ça, par des voies un petit peu détournées, que dans le cadre de mes recherches, je suis tombé sur le monde des options, qui effectivement permettent, en appliquant des stratégies un petit peu particulières, donc la vente d'options, Mhm. d'obtenir des rendements importants dans toutes les phases du marché, tout en ayant une marge de sécurité lorsque les marchés ou les sous-jacents que l'on trade baissent. Donc c'est comme ça, donc en 2006 que j'ai débuté avec le trading d'options. Ça a été au début un hobby. Et puis au fil des années, j'ai commencé à professionnaliser ce hobby. C'est qu'en parallèle de mon job dans le groupe aéronautique, j'ai commencé à travailler pour une maison d'édition allemande qui a publié une newsletter. Donc j'étais rédacteur en chef d'un service boursier via newsletter où je tradais des options, notamment sur les grands indices boursiers américains Mhm. par le biais de combinaisons type bull put spread ou short put. Et voilà, puis au fil des années, cette activité-là s'est développée encore plus. Et à l'heure actuelle, depuis 2020, je travaille essentiellement à 100% pour la bourse dans le trading d'options, donc en Allemagne, et j'ai abandonné mon job principal dans le groupe aéronautique il y a donc à peu près 3 ans. Alors, je vais juste rebondir sur un fait que tu viens d'énumérer. C'est que donc, tu as commencé avec les actions. Mhm. Comme tout le monde, tu as malheureusement perdu de l'argent. On dit souvent que c'est une histoire qui est récurrente, que voilà, tous les formateurs disent voilà, j'ai commencé parce que j'ai perdu de l'argent, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, malheureusement, on gagne de l'argent pendant quelques temps, et puis un jour, un phénomène de marché fait que on laisse de l'argent sur la table. Et bizarrement, en cherchant d'autres solutions, on arrive pour beaucoup aux options. Donc c'est quand même assez paradoxal que on part d'une perte donc sur les actions. Alors à chaque fois on dit que les options c'est super compliqué, que c'est réservé aux professionnels, etc., etc. Alors que effectivement comme tu le notes dans ton livre, puisque après on parlera du livre que tu as édité,
où tu as une remarque très très judicieuse qui dit bah voilà, non les options c'est pas compliqué, ça a justement été fait pour minimiser le risque. Et on s'aperçoit effectivement quand on a pris une perte assez conséquente avec le marché action, bah, on arrive bizarrement, je ne sais pas pourquoi et par quel mystère, mais on arrive effectivement aux options et je pense que tu peux me confirmer, comme la majorité de mes clients ou de tes clients, c'est qu'une fois que on a délaissé le trading d'actions pour aller sur les options, on fait quasiment plus d'actions. Je pense qu'aujourd'hui, les actions, ça doit être 95-98% peut-être de ton activité de trading. Les options sont 95% des activités de trading, effectivement. Ouais, non, tu as tout à fait raison. Bon, le paradoxe, c'est que lorsque tu débutes dans le monde des options, tu es confronté à deux obstacles. L'obstacle numéro un, c'est effectivement la réputation des options, qui est plutôt mauvaise. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, ouais, c'est extrêmement spéculatif. C'est dangereux, mettez pas votre argent là-dedans, vous allez vous faire dépouiller, enfin c'est l'horreur. Voilà, exactement. Et l'obstacle numéro 2, c'est qu'il y a quand même une certaine complexité. C'est pas aussi simple que d'acheter une action. Il faut quand même comprendre un petit peu comment le cours d'une option est créé par la volatilité, la durée de vie de l'option, etc. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. C'est pas hyper compliqué, mais il faut reconnaître que c'est un peu plus complexe que le trading d'actions. Donc là, dès le début, tu as deux obstacles à surmonter, mais c'est vrai qu'une fois que tu t'es donné de la peine de te former, de lire, de tester également, on peut acquérir de l'expérience par le trading d'options lui-même, et là on se rend compte, effectivement, il y a des possibilités que je ne connaissais pas auparavant et qui sont nettement plus intéressantes que le trading d'actions. Surtout qu'il y a des brokers aujourd'hui en plus qui permettent de faire donc des options en démonstration. Donc on peut effectivement tout à fait se former tranquillement, apprendre les options et puis commencer à exercer soi-même, à faire ses propres stratégies ou sa propre expérience à travers des comptes démo sans pour autant mettre tout de suite plusieurs milliers d'euros sur un compte. Exactement. Et ce qui est également un point favorable aux options, tu parlais du mot le mystère des options. En fait, quand tu te concentres vraiment sur cette matière-là, tu te rends compte que derrière le mystère, il y a une mathématique qui est très claire. C'est-à-dire que lorsque tu vends des options, c'est la stratégie que toi et moi on poursuit avec des variantes, si tu veux, il est toujours clair au début quel est le risque maximum que j'encours, quelle est la prime maximum et le gain maximum que je peux générer, quelles sont mes techniques de management si jamais l'action chute, qu'est-ce que je fais avec mes options. Il y a tout un système que tu peux mettre en place. Et c'est cette mathématique qui, au bout du compte, donne confiance aux traders. Il n'y a plus de place pour une spéculation ou pour l'espoir qu'une action va monter, etc. Il y a vraiment une technique et un schéma, je dirais, qui te permet de t'avoir confiance dans ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une très grande valeur par rapport au trading d'actions, par exemple. C'est sûr qu'avec les options, on maîtrise complètement donc, son risque, puisqu'on sait globalement le risque que l'on prend. Alors, la seule stratégie où on ne contient pas son risque, c'est la vente de call à nu. Donc ça, c'est un autre domaine. Mais clairement, dans quasiment toutes les autres stratégies, vous savez, à partir du moment où vous mettez votre position sur le marché, le risque maximum que vous encourez, et surtout, on maîtrise également nos probabilités. J'ai toujours pour habitude de dire que quand on achète une action, on a une chance sur deux. Là, moi, je suis un peu plus... je dis pas une chance sur deux, mais une chance sur trois, puisque donc j'intègre effectivement que quand on achète une action, pour commencer à gagner de l'argent, il faut que l'action dépasse le prix d'achat plus les frais de courtier qu'on a payé. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, on devient gagnant. Si l'action baisse, on devient perdant. Donc là, c'est une chance sur deux. Mais souvent, ce qu'oublient les gens, d'ailleurs, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait très récemment sur la bourse en stress, c'est que vous avez aussi le phénomène où vous achetez une action qui monte, qui descend, qui vit sa vie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et vous apercevez que malheureusement, au bout de 3 ou 4 ans, le prix de l'action est au prix où vous l'avez acheté il y a 3 ou 4 ans. Donc vous avez monopolisé de l'argent sur un actif qui n'a rien rapporté, et si en plus la boîte donne pas de dividendes, là vous avez perdu effectivement complètement votre argent. Donc moi c'est vrai que je dis pas trop 50-50, mais plutôt 33%. Après on peut épiloguer sur la question, mais c'est vrai que sur les actions, comme tu le dis, fort justement, c'est une chance sur deux, quoi. Grosso modo, oui. Et en plus, il y a d'autres aspects qu'on n'a pas encore mentionné, c'est l'achat d'options, c'est pas mieux.
Non. On insiste sur le fait de vendre des options. Oui. Alors l'achat d'actions, tu en as parlé, il y a effectivement une faible chance, enfin, maximum une chance sur deux de réaliser des gains. L'achat d'options, c'est encore pire, parce Ouais. que là, tu as le time value qui s'érode, Le la temps valeur qui temps est terrible. s'érode, Terrible le temps. Terrible. tu as les frais également de transaction, etc. Et c'est vraiment là, on insiste sur la vente d'options, la vente à découvert ou l'émission d'options, qui présente des avantages d'un point de vue statistique et en termes de rendement également, qui sont vraiment absolument imbattables. Alors moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu nous expliques ta stratégie, parce que c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui, pour nous parler de ta Ouais. stratégie. Alors ta stratégie, alors tu la développes également dans un e-book que tu vends sur Amazon. Alors je précise que tu as la version donc e-book Kindle, que moi donc j'ai acheté la semaine dernière. Alors j'ai dévoré ton livre en l'espace de 2 soirées. Alors toute la première partie présentation, bon, j'étais un petit peu plus vite puisque bon, je maîtrise un peu les options, mais toute la partie stratégie avec tes différents niveaux, etc. et tout, j'ai trouvé ça super intelligent. Alors on n'a pas la même façon de trader, enfin on vend tous les deux des options, mais à des niveaux un peu différents. Donc tu vas expliquer ta stratégie. Donc effectivement, donc pour ceux qui sont intéressés, donc il y a l'e-book qui est en vente sur la version Kindle, mais on peut également acquérir le livre en version brochée, puisque tu le vends donc effectivement sur Amazon également. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de nous expliquer ta stratégie de vente d'options. D'accord. Alors la stratégie que je développe dans le livre, c'est une des stratégies que j'applique. Pour mes clients, donc j'ai également une newsletter en Allemagne, j'applique une autre stratégie un peu plus, je dirais un peu plus conservatrice, si on peut dire ça comme ça. Oui. Par contre, la stratégie qui est dans mon livre, c'est pour des traders, je dirais, aguerris, qui ont déjà tradé des options et qui aimeraient aller à un level supérieur, si tu veux. En gros, ce que je fais dans cette stratégie, c'est je vends des puts à la monnaie, c'est-à-dire dont le strike correspond au cours actuel de l'action, sur des sous-jacents, des actions qui correspondent à des entreprises fondamentalement extrêmement solides. Et j'ouvre le trade à un moment où l'analyse technique me fournit, selon moi, un avantage statistique. Une validation. Voilà, une validation d'entrée. Donc il y a 3 aspects importants. La vente de put à la monnaie, la qualité fondamentale du sous-jacent, c'est extrêmement important. Donc j'évite toutes les actions qui sont proches de la banqueroute, des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, etc. La biotech chinoise, elle te parle bien? Non. Non plus. Non, parce qu'il faut toujours savoir que, ça c'est également mentionné dans le bouquin, c'est que le pire des scénarios, c'est qu'on risque l'exercice de l'option et on va se retrouver avec des actions dans son portefeuille. Donc c'est bien d'aimer entre guillemets ces actions-là. C'est clair. Et la troisième chose, donc oui, l'analyse technique. Alors je sais que là, tout le monde n'est pas du même avis, mais je considère que il y a les contre, Alors il y a des pour et des contre, mais je considère que l'analyse technique permet d'avoir un petit avantage statistique quand même. Donc voilà. Et après, l'une des particularités de la stratégie, ou l'une des forces de la stratégie, réside dans la technique du roulement. C'est-à-dire que j'évite autant que possible l'exercice des options. Je vais éviter au maximum que les actions me soient assignées dans mon portefeuille. Et pour ça, je roule les options lorsqu'elles sont en difficulté. Donc le roulement, je pense que ça doit être connu. On essaie d'abaisser le strike, d'améliorer le break-even du trade. Et pour ça, je joue sur le facteur temps, je joue sur le strike et je joue également sur le nombre de contrats que je trade. C'est-à-dire que je suis prêt dès le départ, lorsque j'ouvre par exemple un short put sur une action, à éventuellement augmenter le nombre de contrats à 2 ou à 3 pour améliorer mon break-even et ma porte de sortie, si tu veux. Donc rassure-moi, tu commences pas en rentrant sur le marché en disant voilà, je vais vendre 10 contrats de telle action. Parce que justement, d'ailleurs, tu sais que vu que tu vends à la monnaie, tu peux te faire assigner. Donc il faut que d'ailleurs tu aies la capacité financière et surtout en termes de marge, couverture de marge, de pouvoir effectivement rouler tes positions. Donc voilà, donc il y a aussi ça un phénomène important, c'est que là-dessus on a un point commun, c'est que quand on rentre en position, on rentre pas, excusez-moi l'expression, mais comme des bourrins. On sélectionne nos sous-jacents et un nombre de contrats qui nous permet de maîtriser notre risque et de pouvoir effectivement rouler dans ton cas si c'est nécessaire. Voilà, et éventuellement d'augmenter donc le nombre de contrats. C'est-à-dire qu'en général, j'ouvre 1 ou 2 contrats. Après, ça dépend de la taille du portefeuille. Si tu trades avec 1 million d'euros, tu peux effectivement débuter avec 10 contrats et augmenter à 30 contrats. Il faut analyser ça, mais c'est vrai que dès l'ouverture du trade, il faut avoir conscience que si tu veux appliquer cette méthode de roulement, tu dois être prêt à monter de 1, voire à 2, à 3 ou à 4 contrats. Et après, si l'action perd 30% en l'espace de 3 mois, le roulement a également ses
ses limites. Hein. Oui. C'est pas une formule magique. Et c'est à ce moment-là que j'accepte l'exercice de l'option et que les actions sont bookées dans mon compte. Mais à ce moment-là, j'aurais accumulé tellement de primes que mon break-even sera déjà beaucoup plus favorable que si j'avais acheté l'action directement, par exemple. Tout à fait. Et ensuite, j'applique la stratégie de la roue, entre guillemets, mais une stratégie modifiée, c'est-à-dire que là aussi, donc, j'ouvre des covered calls. Oui. Je vends des calls contre les actions que je possède dans le portefeuille. Et là aussi, je joue avec le nombre de contrats, c'est-à-dire que je fais en sorte que les actions qui me sont assignées, certaines d'entre elles puissent avoir une augmentation non freinée par un call, tandis que d'autres sont couvertes par le call. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Non, mais je vois de quoi tu parles, puisque effectivement, donc, dans ton bouquin, tu en parles très bien. Et d'ailleurs, pour être très franc avec toi, moi j'ai un compte de bourse que j'ai ouvert il y a maintenant 2 ans et demi dans le cadre de la formation option, et j'ai aussi un compte perso. Et j'ai d'ailleurs notamment passé quelques trades la semaine dernière par rapport donc aux éléments de ta stratégie, et notamment au niveau du call. Donc là, j'ai un exemple sur Palantir qui est en portefeuille depuis pas mal de temps, et j'ai notamment appliqué donc ta technique effectivement de décaler les calls. J'avais plutôt l'habitude de vendre un call au prix du sous-jacent sur lequel je m'étais fait assigner. Et puis après, j'attendais, je revendais à plusieurs fois d'affilée. Mais là, j'ai mis en place effectivement cette stratégie que je connaissais pas. Donc merci de m'avoir fait partager au moins cette stratégie à travers ton livre. Okay, j'espère que les trades en cours vont bien se décanter, quoi. Je te tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Okay. Heureusement que je suis en Allemagne et toi aux États-Unis, au cas où. Ça va, je suis pas méchant, okay. Voilà. donc au niveau de ta stratégie, donc effectivement, donc c'est plutôt donc à la différence de nous, où nous on est beaucoup plus en vente OTM, toi tu es vraiment en vente ATM, donc ce qu'on appelle à la monnaie. At the money pour les anglophones. Et donc toi, ton objectif, c'est vraiment de récupérer un maximum de primes. Et puisqu'on est, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour ceux qui ont déjà des notions d'options, avec un delta effectivement qui est à 0,5 à peu près, notamment, hein, je pense qu'on est à la monnaie, et notamment au niveau d'une valeur temps qui est assez courte pour justement bénéficier le plus rapidement possible de l'érosion du temps dans ton résultat de trade, c'est bien ça? Exactement. Donc ça s'est expliqué dans le bouquin un petit peu le principe, 30 jours en général de durée de vie des options. Ah ouais, très court, ouais. Et comme tu l'as dit toi-même, une option qui est à la monnaie, c'est une option qui a le maximum de valeur temps. C'est-à-dire que c'est là que tu obtiens vraiment la prime maximum. Alors je n'entre pas dans les détails de la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est encore autre chose, mais la valeur temps est au maximum, ce qui conduit à un rendement extrêmement attractif. Qui peut effectivement s'avérer énorme. Alors par contre, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais c'est définitivement une stratégie pour des traders relativement expérimentés, parce que c'est clair que lorsque tu ouvres un cash secured put à la monnaie, tu as peut-être 50% de chance ou de risque, selon le point de vue, de devoir faire un roulement, effectivement, d'adapter ton trade. En termes de proba, le delta à 0,50, effectivement, c'est une chance sur deux, quoi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à mes clients notamment, j'ai plutôt tendance à privilégier les deltas de 0,16 par exemple, où là c'est tranquille, t'es peinard pendant 30 à 40 jours, et puis en général t'as un taux de réussite de 95% et ça tourne. Là c'est vraiment une stratégie que chacun pour soi doit découvrir, éventuellement tester également dans un paper contour, un paper trading par exemple. Et voir si c'est un type de stratégie qui convient également à la personnalité du trader, parce qu'il faut avoir une certaine discipline, il faut avoir une certaine force psychologique. Je crois qu'on en avait parlé un peu la semaine dernière. Ton trade sur Palantir a duré un certain temps. Moi, j'ai eu également des trades qui peuvent durer parfois 1 voire 2 ans. Et j'ai aucun problème avec ça, parce que si au bout de 1 ou 2 ans je sors du trade au break-even ou avec un petit gain de 2%, alors que l'action note 30% en dessous du cours au moment où j'ai ouvert le trade, je suis extrêmement content, parce qu'un actionnaire aurait perdu 30% et ne peut qu'espérer que l'action remonte un jour, alors que moi, avec le management de mes options, je sors gagnant ou peut-être à break-even. Ouais, alors moi j'ai le cas actuellement sur Bank of America que je traîne depuis maintenant un peu plus d'1 an. Oui, ça fait faire 1 an et demi que je me traîne Bank of America. J'avais vendu un put 41, l'action est descendue, je crois, à 24. Alors je sais pas. Alors excusez-moi, juste une seconde. Je vais juste aller sur ma liste ici de valeurs pour vous dire à quel prix Bank of America est à 28,70. Donc j'avais pris un contrat. Donc j'ai une perte aujourd'hui latente de $1 200.
simplement par le fait de vendre effectivement des puts, de vendre des calls. Donc j'ai déjà commencé, donc je me suis fait assigner à 41. Je vends effectivement des calls. Alors j'ai vendu pas mal de calls. Alors la vente de calls, le problème c'est que quand vous êtes très loin de la monnaie comme ça, vous êtes à un strike de 41 et le cours est à 28, vous prenez pas des grosses primes. Alors je prends pas des grosses primes. Bon, j'ai quand même pris aujourd'hui 120 ou 130 dollars, ce qui correspond à 10% de la perte que j'ai accumulée, latente. À côté de ça, j'ai quand même touché des dividendes. Donc effectivement, je te rejoins complètement sur le point de dire, choisissez surtout des compagnies solides qui, notamment le cas où vous êtes assigné, vous permettront de recevoir des dividendes. Donc j'ai reçu 4 ou 5 fois des dividendes, 70 dollars je crois, donc ça réduit d'autant mon impact au niveau du strike. Et puis derrière, donc j'ai continué à vendre des puts, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je fais le cumul entre mes dividendes perçus, les ventes de call, même si ce n'est que 120 dollars, et si je prends les 900 ou 950, je ne sais plus exactement, de ventes de puts que j'ai réalisées, ça fait qu'aujourd'hui, même si j'ai une perte latente de 1200 dollars à peu près, si je cumule les gains que j'ai reçus à travers les ventes d'options, de dividendes, etc., je pourrais clôturer aujourd'hui à 0 cette ligne. Effectivement, si je n'avais fait que acheter des actions à 40 dollars par exemple, l'action est à 28 dollars, je perds 1200 dollars sans avoir moyen de pouvoir combler cette perte. Et les options me permettent notamment de combler cette perte. Et donc je vais garder comme ça Bank of America, parce que je pense que c'est une boîte quand même qui est sérieuse, ça fait partie vraiment des majors des banques américaines. Et donc je vais continuer à toucher des dividendes. Et si je dois continuer à vendre des calls comme ça pendant peut-être 6 mois, même encore 1 an, ça ne me dérange pas, puisque ce qui est également important de savoir quand vous faites de la vente de puts, nous c'est ce qu'on propose dans les formations, dans l'objectif, c'est qu'on a un objectif à 5, 8, 10 ans. Donc même si effectivement on est amené à garder l'action pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est pas grave, puisque de l'autre côté, on continue de vendre des calls, vendre des puts, recevoir des dividendes. Et c'est vraiment la grosse différence entre les options et les actions, c'est que même si on a l'impression d'être perdant, à la fin quand on fait les comptes, la ligne est verte, quoi. Voilà, donc je voulais, voilà. Ok, écoute, au niveau de la stratégie, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc effectivement, je confirme, pour avoir lu le bouquin, que d'ailleurs je vous invite très chaudement à acquérir, si vous avez déjà des notions d'options. Donc je vous mettrai bien sûr le lien sous la vidéo pour acquérir donc l'e-book, soit en version Kindle, soit en version livre broché, que vous pourrez vous faire livrer par Amazon. Il n'y a que Amazon qui vend ton bouquin, ou tu peux le trouver que Amazon? D'accord, ok. Amazon France, ouais. Voilà. Alors effectivement, si vous êtes débutant avec les options, je ne vous conseille pas spécialement, et Eric vous l'a confirmé également, d'aller dans ce genre de stratégie, puisque là il va falloir maîtriser des paramètres que vous ne maîtriserez pas en étant débutant. Mais si vous avez effectivement des notions d'options, du calcul de marge, de couverture de marge, etc., de maîtrise de risque, écoutez, vous pouvez tout à fait commencer des stratégies que j'ai d'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, commencé à mettre sur mon portefeuille perso. Donc je te tiendrai au courant de savoir si vraiment ça marche, ok. Mais donc j'ai commencé à mettre en place, alors gentiment, j'ai pris 3 puts, je sais plus lesquels, je les ai peut-être notés. Je vais te dire tu vas me dire ce que tu en penses, en direct live, comme ça, voilà, il n'y a pas de triche. Alors il faut que je suive mes puts. Alors non, ils sont pas là. Où est-ce que je les ai mis? Alors j'avais pris sur TPR, qui est en hausse. Donc TPR, sur le silver, parce que je trade le silver depuis des années, donc je me tiens un peu. Et là par contre j'étais rentré sur Uber, qui est un peu en baisse. Donc je pense que là, à mon avis, Uber, si je vais voir mon compte perso, je pense que je serai en baisse sur Uber, mais sur le reste, alors j'ai pris pareil, donc des échéances très courtes, j'ai suivi ta méthode en fin de compte, tout simplement. Et puis même si j'ai du Uber en portefeuille, c'est pas grave, je vendrai des calls derrière, et puis on se ressortira. Donc voilà. Ouais. Alors effectivement, je sais pas si tu as appliqué toute la recette du bouquin, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a pas mal de paramètres, ouais. Alors Tapestry, donc TPA, effectivement, peut-être un disclaimer quand même, on ne fait aucune recommandation. Non, tout à fait, non, c'est du perso, on conseille pas de faire la même chose. Donc effectivement, Tapestry, par exemple, d'un point de vue fondamental, remplit bien les critères. Alors après, en termes d'analyse technique, je ne sais pas quand est-ce que tu es entré dans l'action, mais il faut voir. Et le silver, c'est intéressant, donc c'est l'ETF SLV. Tout à fait, ouais, SLV. Ouais. Donc là, c'est encore un autre aspect. Est-ce qu'on applique cette stratégie sur les ETF ou uniquement sur les actions? On peut effectivement l'appliquer sur les ETF.
Les ETF ont un petit peu l'inconvénient qu'en général, ils sont moins volatiles que les actions. Oui. Mais là, le SLV, je pense qu'il est effectivement, il y a une certaine volatilité. Et si je me souviens bien, l'argent a un petit peu le vent en poupe l'été en termes de saisonnalité. Encore un petit élément qu'on peut prendre en compte pour ça. Donc, alors justement, j'ai une question. Alors très, très bonne remarque, très pertinente concernant la volatilité, puisque nous, dans nos paramètres de décision, on se fie énormément à la volatilité, notamment avec le VIX. Et en discutant donc la semaine dernière ensemble, tu m'avais dit que toi, en gros, le VIX, peu importe, tu passais quand même des positions, même avec un VIX qui, nous, aujourd'hui, ne nous permet pas spécialement de prendre position sur le marché. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche ? Ouais, en fait, historiquement, si je m'étais fié au VIX pour entrer dans des trades ou ne pas entrer dans des trades, en 2017, par exemple, je n'aurais strictement rien fait. Et 2017 était une année formidable pour acquérir des primes, même si les primes sont un peu plus faibles. Si le marché est à la hausse avec un VIX faible pendant des mois et des mois, il est possible d'engranger des trades gagnants à l'appel. Ensuite, et je le mentionne je crois aussi dans mon livre, je ne me souviens plus exactement, le problème avec les sous-jacents qui affichent une volatilité relativement élevée, c'est qu'il y a toujours une raison pourquoi la volatilité est élevée. Hein. Donc si tu vois une action complètement bateau, admettons, on va dire Coca-Cola. Hein, c'est bizarre, j'allais te parler de celle-ci. Tu vois, ça c'est typiquement l'action qui a une volatilité typiquement faible. Si du jour au lendemain je vois que cette volatilité augmente et que je n'arrive pas à identifier les raisons pourquoi cette volatilité est élevée, je suis un peu sceptique parce que je me dis il y a peut-être anguille sous roche. Et il se passe peut-être quelque chose en arrière-plan que l'on ne connaît pas. Pour moi, il y a toujours une raison pourquoi une action affiche une volatilité élevée et c'est pour ça je n'exclus pas une action avec une volatilité élevée, mais je n'exclus pas non plus une action avec une volatilité faible. C'est-à-dire que en gros, je ne prends pas ça forcément comme un critère de décision dans mes trades. D'accord. Ok. Nickel. Donc c'est vrai que moi ça m'avait surpris un peu le fait de pouvoir aller trader même avec un VIX relativement bas qui nous est vraiment pas dans nos paramètres de décision. Effectivement, tu parlais de 2016, alors moi j'étais 2017-2018 où mes performances étaient vraiment ridicules par rapport aux performances du marché. Je crois que j'ai dû faire 7 ou 8% alors que le marché faisait 15 ou 18 parce que justement j'avais mon paramètre de volatilité qui en gros m'interdisait de rentrer sur le marché. Par contre, effectivement, quand le marché dévisse un peu et que là on a des grosses volatilités, bon voilà, par contre là là on se goinfre un peu quand même en termes de primes. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ta stratégie ou donc on rappelle donc que tu as un blog, plutôt une newsletter donc en Allemagne, donc c'est en allemand, donc que si pour les personnes qui sont de l'Est de la France, ça sera peut-être plus abordable que pour la personne de Toulouse, à moins qu'elle soit germanophone. Alors moi, j'y suis pas du tout, malgré le fait que j'ai passé 13 ans à l'école à apprendre l'allemand, c'est une catastrophe. Je suis même pas sûr de savoir conjuguer le verbe être au présent sans faire de faute, pour te dire. Donc les gens qui sont germanophones, écoutez, je vous propose de prendre contact avec Eric. Je crois qu'Eric t'avait dit aussi que si jamais tu avais assez de contacts en français, tu étais prêt à peut-être à traduire ta newsletter. Écoute, si cette vidéo que tu es en train de faire avec moi, Michael, est vue par 1 million de Français, je ne te promets pas le 1 million. et si 15 d'entre eux souhaitent éventuellement découvrir mes trades, il y a peut-être moyen de procéder à une traduction de mes publications. Donc ça dépendra un petit peu du volume d'intéressés. Sinon, ce que je peux éventuellement ajouter, et je crois que c'est également un petit peu en ligne avec ce que tu fais dans ta formation, j'ai publié un livre en Allemagne sur le hedging d'options. On a oublié de mentionner ça, mais les options sont également un instrument formidable pour protéger son portefeuille. Et je travaille à la traduction de ce livre en français et j'espère que d'ici 2 ou 3 mois, le livre Hedging avec options sera publié également sur Amazon France. Et donc là on pourra également peut-être échanger parce que toi, tu prépares une formation sur le sujet. Ouais, alors c'est fantastique. Alors, on n'en a pas parlé avant, mais c'est fantastique que tu abordes 2 points, puisqu'effectivement, on a une formation option débutant qu'on fait maintenant depuis mai 2021, donc qui est disponible soit en ligne, soit en présentiel. On a déjà fait 2 présentiels, et là, on aura un présentiel du 4 au 7 novembre prochain à Roissy. Et donc, la semaine d'après, donc le week-end d'après, on fera notre première session de formation option expert où justement on va aborder le hedging de position. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de hedging pour que les gens puissent comprendre ?
Voilà, grosso modo, le hedging consiste à protéger un portefeuille contre des chutes. Donc, pour ceux qui ont par exemple un portefeuille d'actions et qui ne souhaitent pas vendre les actions, mais qui ont peur quand même que les marchés corrigent, par exemple à un horizon de 3 ou 6 mois, et ben, au lieu de vendre tout son portefeuille, on peut par exemple ouvrir des combinaisons d'options. Alors je ne préconise pas forcément l'achat d'options, mais il est possible de combiner différentes options. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est compliqué, mais qui permettent de profiter lorsque les marchés baissent de façon, je ne vais pas dire exponentielle, mais avec un certain effet de levier. Et voilà, donc, on contrebalance la perte liée effectivement à la baisse des actions par le gain fait avec des stratégies d'options. Donc c'est effectivement ce qu'on va mettre en place pendant 2 jours. Donc ça sera, je crois, le samedi 11 et 12, samedi et dimanche 11 et 12 novembre. Donc juste la semaine d'après la première formation, qui elle sera la formation débutant en présentiel à Roissy du 4 au 7 novembre. Oui, ça doit être ça. Voilà, ok. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, alors pour la petite blague, on va quand même laisser la petite blague, c'est que c'est la 3e prise que l'on fait de cette vidéo. Puisque j'ai lamentablement oublié de cocher un paramètre, ce qui fait qu'il n'y avait pas de son, enfin, donc c'était assez catastrophique. Donc finalement, la 2e ou 3e prise a été la bonne. Donc je suis très content qu'on ait pu finalement faire cette interview. J'espère que les gens vont apprécier. Bien sûr, si vous avez des commentaires, laissez-les sous la vidéo. Et moi-même ou Eric répondront à vos questions si vous avez des questions par rapport à ce qui a été développé lors de cet entretien. Eric, je vais te souhaiter une bonne soirée, puisque maintenant il est 8h30 en France. Il n'y a pas de décalage entre la France et l'Allemagne, c'est le même. Ok, d'accord. Okay. Et donc je vais souhaiter à tout le monde une bonne soirée. Et puis je pense que nous on aura l'occasion de reprendre contact ensemble, notamment pour la sortie de ton livre sur le hedging. Je pense qu'on fera un petit interview. Et donc vous aurez tous les éléments dans les descriptifs de cette vidéo. Merci Eric, bonne soirée. Merci, et écoutez à tous les autres, trade safe, ciao, bye bye. À bientôt, au revoir.